bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui à Paris. Donc, je m'appelle Chantal de Croisette. Je suis pneumocancérologue au centre Léon Bérard, donc à Lyon. Donc, j'arrive tout juste de Lyon. Pour vous parler un peu de moi, en fait, j'ai un parcours professionnel un petit peu atypique parce que j'ai travaillé 8 ans en CHU à Limoges. Donc, j'étais praticienne hospitalière, donc avec l'enseignement à la fac de médecine de Limoges également. Ensuite, j'ai travaillé 14 ans au centre hospitalier dit général d'Annecy. Donc, ces structures qu'on appelle les CHG, qui dépendent d'un CHU. Et Annecy, nous, on dépend de Grenoble, la faculté de médecine de Grenoble. Donc, 14 ans, praticienne hospitalière en pneumo-oncologie à Annecy. Et puis, depuis 1 an et demi, je suis médecin de centre de lutte contre le cancer. Donc, c'est un 3e poste, on va dire un peu différent, où je me consacre totalement à la prise en charge des cancers du poumon au centre de lutte Léon Bérard, où j'ai intégré l'équipe donc en janvier 2023. Et je suis très heureuse d'être avec vous parce que c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez de manifestations grand public. On ne fait pas assez de bruit probablement, notamment dans le cancer du poumon. Cela dépend des cancers. Vous savez bien, il y a des cancers extrêmement médiatisés, avec de grandes associations. Et c'est vrai que le poumon, nous sommes un petit peu en retard, on va dire, et pour différentes raisons. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Leslie. Je vais lui laisser se présenter. Je suis très heureuse d'être avec elle parce qu'on se connaît depuis un petit moment déjà. On a fait pas mal d'interventions ensemble. Donc Leslie. Je te remercie Chantal. Donc moi aussi j'ai plusieurs vies, mais certaines se sont passées en même temps, se sont un peu entrecroisées. Donc voilà, au départ je suis pharmacienne. Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Je m'occupais de la tolérance des médicaments et je suis passée de l'autre côté de la force, c'est-à-dire que je suis tombée malade d'un cancer du poumon. Donc moi, je suis ROS1. Donc c'est une mutation rare, on en reparlera peut-être plus tard. Donc voilà, il a fallu que je comprenne pourquoi. Donc ma réponse était il faut que tu sois patient partenaire. Donc voilà, donc j'ai passé le diplôme pour devenir patiente partenaire. Et puis en même temps, je suis maman, donc voilà, ça fait beaucoup de travail. Et donc, en tant que patiente partenaire, je m'occupe beaucoup de l'association Mon Réseau Cancer du Poumon. Donc, je suis co-responsable avec Mika qui est là. Bienvenue. Donc voilà toutes mes vies. Et puis merci, oui, j'en remercie à toute l'équipe d'organisation, parce que c'est vrai que voilà, les cancers bronchiques, on n'en parle pas beaucoup, et c'est très sympa de vous voir tous ici. Bon. C'est pas un cours. Moi, je veux que vous preniez la parole. Je veux que vous posiez toutes les questions qui vous passent par la tête. Tout, même, il n'y a pas de questions ridicules ou quoi. Toutes les questions, que vous sortiez de cette salle dans 3 quarts d'heure, vous allez vous dire « Oh, c'était super clair, elle a répondu à tout, même des questions délicates avec notre double vision à Leslie et moi. Oriane Noir nous avait demandé de préparer quelques diapositives, on va dire d'introduction sur cet atelier, parce que le titre, notre mission, c'est d'essayer de vous faire comprendre de façon le plus simple possible les traitements des cancers du poumon, puisque je suis cancérologue thoracique, mais on peut déborder, parce qu'en fait, ces classes de médicaments sont utilisées dans d'autres cancers également. Parce que vous le savez probablement, le cancer et fort heureusement, a désormais plein d'arsenals thérapeutiques différents, plein de classes de médicaments différents. Et même nous, médecins, on est perdus parce que ça arrive très vite. Alors j'imagine vous, patients et aidants, c'est encore plus complexe. Et surtout, face à vous, vous avez des médecins, des infirmières, des gens qui expliquent, on va dire, plus ou moins clairement, plus ou moins avec des termes simples. Donc moi, je voudrais qu'en sortant d'ici, ce soit limpide pour vous, de façon la plus synthétique possible. Et donc, je compte sur vous pour vraiment poser toutes les questions et de m'arrêter quand vous avez un truc à dire ou à rajouter à ce que je vais vous montrer. Cette diapositive, vous l'avez probablement déjà vue dans d'autres occasions ou peut-être ce matin sur les grandes conférences. C'est les grandes généralités sur le cancer en
en général en France en 2023. Vous savez, tous les ans, l'Institut national du cancer, l'INCa, émet des rapports pour dire combien il y a eu de cancers en France, quel type de cancer on a année après année, et quels sont les cancers les plus fréquents chez l'homme, chez la femme, et puis comment évoluent les choses ces dernières années. Là, c'est l'état des lieux, de tout cancer confondu. Alors vous voyez, quand le cancer nous frappe, il frappe l'homme autour des 70 ans, ce sont des moyennes, hein, et puis la femme autour de 68 ans. Il y a un chiffre qui est énorme, que je dis aux étudiants en médecine et qui marque les esprits, c'est en gros 400 000 nouveaux cas par an en France. 400 000, je leur dis souvent, c'est la taille d'une ville moyenne, enfin je suis rémoise, moi, j'ai fait la fac de médecine à Reims. Reims, c'est 250 000 habitants, hein, Leslie, je crois, hein, plus la périphérie, on est à 400 000. C'est comme si tous les ans, toute ma ville et toute la périphérie étaient malades d'un cancer. Nouveau, hein, un nouveau, on ne compte pas les anciens. Donc, vous voyez, c'est une maladie qui touche énormément de monde en France et dans le monde. Et puis, parmi ces 400 000 nouveaux cas, donc, se rajoutent les gens qui sont en cours de traitement. Donc, ça fait des millions de malades concernés, de près ou de loin, par la maladie, eux-mêmes malades ou accompagnant des gens malades. À gauche, qu'est-ce qu'on peut dire? Hommes et femmes, vous savez bien qu'on n'a pas tout à fait les mêmes incidences, les mêmes évolutions de cancer. Eh bien, la bonne nouvelle pour les hommes, c'est que les hommes ont moins de cancer. L'incidence diminue, vous voyez? Alors que nous, les femmes, malheureusement, nous avons plus de cancers en nombre pour différentes raisons. Et dans le poumon, je pourrais vous en parler un petit peu. Mais en tout cas, nous avons une incidence qui augmente, malheureusement, pour la femme. Alors ça a commencé de la libération des mœurs, on a eu plus fumé, etc. dans les années 80, mais il y a d'autres choses. Et puis, vous avez dans chaque petite bulle les cancers les plus fréquents par sexe. Donc, vous savez que chez l'homme, c'est la prostate. Hein. On sait que la prostate est le cancer de l'homme âgé et qu'à 80 ans, souvent, on a une grande proportion. Souvent, ils disent qu'on a un cancer de prostate chez un homme sur 2, plus ou moins infraclinique. Donc, on retient prostate, poumon, côlon, c'est l'homme. Et la femme, on est sain, ça on le sait. Bon, il y a aussi des cancers du sein chez l'homme, hein, vous le savez ça, mais évidemment, on a une incidence beaucoup plus forte chez la femme. Et puis on retient poumon, on est là, nous, en deuxième position, chez l'homme comme chez la femme. Et puis troisième position, c'est tout ce qui est le colorectal, donc le digestif. Donc au final, prostate, sein, poumon et côlon. Donc c'est des choses qui sont assez... qui se reproduisent, on va dire, de façon assez homogène chaque année. Le type de cancer ne change pas trop, mais en tout cas, c'est l'incidence qui se modifie un petit peu. Donc ça, c'est le visage de la cancérologie en 2023. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que entre 1990 et 2023, donc c'est-à-dire en 30 ans d'évolution, on a une augmentation du nombre de cancers dans sa globalité. D'accord ? Pour quelle raison? Parce qu'on vit plus longtemps, vous le savez, hein, l'espérance de vie fait que nous vivons plus longtemps, donc on développe des maladies plus fréquentes, et puis on a aussi des comportements à risque, peut-être un petit peu plus marqués, et donc tout ça concourt à cette augmentation du nombre de cancers, l'incidence qui est l'apparition de nouveaux cas, et la prévalence qui est le nombre de cas tous les ans en France. Alors, moi, je suis pneumologue. Avant tout, je suis pneumologue, je traite les asthmes, les bronchites, etc. Et puis, dans mon parcours, j'ai fait un double diplôme d'oncologue thoracique et qui m'a menée à me consacrer très rapidement à l'oncologie de façon exclusive parce que en pneumologie, je me suis dit, s'il y a une situation qui est extrêmement dramatique, c'est bien sûr le cancer, et puis c'est là où l'énergie doit être déployée pour trouver des solutions. Donc très rapidement, je me suis orientée totalement sur l'oncologie thoracique pour faire avancer les choses et notamment la recherche contre cette maladie. Et donc les facteurs de risque du cancer, alors ça vous le savez, il y a plusieurs facteurs de risque. Tout en haut, c'est bien sûr le tabac. C'est pour ça que souvent, on dit que le cancer du poumon est un cancer
culpabilisant, entre guillemets, pour une grande proportion de nos malades, parce que 85 à 90% de nos patients ont eu fumé dans leur vie à un moment. Ils ont pu arrêter il y a 20 ans, 30 ans, même il y a très longtemps, mais très souvent, il y a une petite histoire ou une grande histoire de tabagisme. Et puis, vous avez dans d'autres situations des patients absolument pas fumeurs, actifs du tout. Certains ont inhalé la fumée des autres, tabagisme passif, et puis d'autres n'ont jamais été exposés ni passivement ni activement, mais développent tout de même un cancer. Et ça, on entre dans la classe des cancers du poumon du non-fumeur, vraiment le réellement non-fumeur, et qui relève d'autres mécanismes d'action. Il y a d'autres facteurs d'exposition. Il y a l'amiante, vous le savez, c'est déclaré comme maladie professionnelle. C'est une des questions qu'on demande à nos patients. Quel est le métier qu'ils ont fait? Il y a des tableaux de maladies professionnelles et un de nos rôles de médecin, c'est également de vous faire des déclarations de maladies professionnelles en fonction de vos expositions. On vous envoie même voir des médecins du travail pour faire ces déclarations, pour avoir un interrogatoire un petit peu plus précis. Mais l'amiante est quelque chose qui est clairement reconnu, et d'autres aussi aérocontaminants, hein. Il n'y a pas que l'amiante, les hydrocarbures. Et puis, très récemment, il y a une très belle étude qui a démontré la causalité des microparticules issues de la pollution atmosphérique. Donc, désormais, c'est prouvé, être exposé aux microparticules de la pollution atmosphérique déclenche des cancers du poumon. Désormais, ça est pignon sur rue. Et donc, si vous êtes un gros fumeur, que vous avez, on va dire, une fragilité à développer des cancers et que vous habitez dans un endroit extrêmement pollué, vous démultipliez, et que vous avez travaillé dans l'amiante en tant que mécanicien, par exemple, vous allez multiplier vos facteurs de risque pour ce type de maladie. Donc, on a toute une partie environnementale d'exposition qu'il faut creuser. Et puis, si il y a un lien avec votre métier, il faut qu'on fasse les démarches pour vous accompagner pour cette reconnaissance de maladie professionnelle. Et puis, le fonds qui est pour l'amiante, le FIVA, le fonds d'indemnité des victimes de l'amiante, qui est quelque chose complémentaire à la déclaration de maladie professionnelle et qui nécessite également de constituer un deuxième dossier. D'accord. Est-ce que vous avez à ce stade-là de ce que je viens de vous dire des questions sur les facteurs de risque, sur l'épidémiologie du cancer? Ou est-ce que pour vous c'est clair? Oui? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous parlez au niveau de l'amiante avec un risque x5 donc pour un patient non tabagique et x50 chez un patient tabagique. Est-ce qu'on a le même genre de pourcentage pour le gaz d'échappement, diesel, etc., pour les autres ou pas? Alors, on n'a pas la proportion exacte parce que les études sur l'amiante sont très fournies. Les études sur la pollution sont beaucoup plus récentes. Mais effectivement, il y a un risque multiplicatif, mais de combien, je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Mais voilà. C'est en cours de... Voilà, c'est existant, en tout cas, que c'est multiplicatif. Au même titre que, je pense au multiplicatif, le cannabis. Vous savez, quand on a un patient qui est relativement jeune et qui a fumé du tabac, une des questions qu'il faut poser, c'est est-ce que vous avez fumé du cannabis? Parce que c'est multiplicatif, comme l'amiante. Et on le sait, fumer du tabac tout seul est moins cancérigène, entre guillemets, pour le poumon que faire un tabac cannabis, en fait. Okay. Et ça, il y a des études. Ouais. Merci. Fumé dans certains pays, est-ce que c'est multiplicatif également? Alors, oui, c'est du tabac. Oui, oui. Bon, on est sur du tabac, mais en fait, c'est aussi, les tabacologues nous expliquent, c'est la façon d'inhaler, la puissance avec laquelle tu vas inspirer en fait, et l'effort pour que les toxiques en fait aillent au fond de tes alvéoles. Il y a les fumeurs de pipe, vous savez, qui font des cancers ORL de la bouche, de la langue, de la gorge. Parce qu'en fait, quand ils aspirent moins fort, on va dire, que les gens qui font ce qu'on appelle du craving, c'est-à-dire comme ça, d'accord? Très fort. Hein? Et vous voyez, il y a des gens qui fument comme ça, hein, très fort, ils aspirent très très fort. Et plus vous allez aspirer fort, et plus les dépôts vont se faire loin. Et c'est là que vous faites plus de formes... dans les types histologiques, les adénocarcinomes qui sont plutôt loin dans le poumon, que l'histologie d'épidermoïde qui est plutôt
proximal. Hein. Donc, il n'y a pas tant la substance qu'on a inhalée, hein, les gaz d'échappement, le cannabis, le tabac, la pollution, blabla. Il y a la façon d'inhaler, la chronicisation, l'étalement dans le temps. Toutes ces choses-là qui font que être micro-exposé comme ça pendant longtemps démultiplie le risque de dégénérescence de nos cellules respiratoires. Liés au gaz d'échappement, merci, diesel. C'est un cancer particulier, ça a un nom ? Non, il n'y a pas de type histologique. Alors, oui et non. Non, pour l'instant, c'est adénocarcinome ou épidermoïde pour les non-aptites cellules. Mais dans les études, ces gens qui ont fait des cancers en région de pollution, c'était beaucoup l'Asie. Des gens qui n'ont pas fumé, d'origine asiatique, qui sont souvent des femmes et qui sont exposées à la pollution atmosphérique en Chine, en toutes ces zones extrêmement polluées, et qui sont porteurs d'une mutation qui est la mutation EGFR, qui est un récepteur sur nos cellules, sur nos cellules normales, on va dire. Et ces cellules-là, ces récepteurs-là peuvent se transformer, peuvent muter. Et cette mutation, elle est plus importante lorsque vous êtes exposé à la pollution. Et nous, les Asiatiques, nous l'avons de façon incidente, de façon plus importante. D'accord. C'est des variabilités ethniques, en fait. Hein. Okay. D'accord ? Donc, du coup, on n'est pas fait génétiquement pareil, selon l'ethnie. On n'est pas fait génétiquement pareil en fonction des familles auxquelles on appartient, parce qu'on sait qu'il y a des familles à cancer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un oncle qui a un côlon, une cousine qui a un sein, etc. Différents types de cancers. Et dans ces familles-là, mais la science ne nous dit pas tout encore, en tout cas dans le poumon, hein, dans le sein c'est un peu différent, c'est qu'on a probablement ce qu'on appelle des mécanismes de réparation qui sont un peu moins forts génétiquement, on est fichu comme ça génétiquement, et du coup on est un peu plus à risque de développer un cancer, quel qu'il soit. Donc un des autres points qu'on demande à nos patients, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres cas de cancer dans votre famille ? Les parents, les cousins, les oncles et tantes. Et en fait, on dessine un petit arbre généalogique et on voit s'il y en a 2, 3, 4. Et là, ça nous permet, enfin moi, ça me permet de donner plein de conseils à la famille de mes patients, les enfants du patient que je soigne qui fume beaucoup, puis là, il y a plein de cancers du poumon, voilà. Et ben, je peux lui dire, là, il faudrait réfléchir peut-être à arrêter parce que vous êtes dans une famille qui développe pas mal de cancers quand même. Donc, il y a quelque chose qui ne se répare pas bien chez vous. Et sur les ALK, est-ce qu'on a des études justement par rapport au gaz d'échappement ou pas ? Alors de façon très spécifique, non. Parce qu'en fait, la mutation ALK est quelque chose d'extrêmement rare, plus rare encore que le GFR. Et c'est vrai que dans l'immédiat, on n'a pas encore de grande cohorte, on va dire, environnementale pour ce sous-groupe-là qui représente en gros 1 ou 2% de nos malades. Les EGFR, pour vous débroussailler un peu les choses, les EGFR, c'est 10% de nos cancers du poumon. Et quand vous n'avez jamais fumé, ça va jusqu'à 50%. 40 les EGFR, 44%. Et puis si vous avez, dans la population générale, on est à 10%. Les ALK, on est plutôt à 1-2% pour quelqu'un qui, population générale. Ça monte jusqu'à 5% quand vous n'avez jamais fumé. Donc c'est une proportion qui est plus petite que les EGFR, donc on a un peu moins d'infos. Mais il faut effectivement générer des informations, on va dire épidémiologiques, environnementales pour tous ces patients-là, parce que si on ne pose pas la question et qu'on ne recherche pas ces petites choses-là, on ne le sait pas. Hein, voilà. Et excusez-moi, sur les ALK, il n'y a pas d'études au niveau des origines ethniques, parce que moi j'ai une maman d'Asie du Sud-Est. Donc par rapport à ce que vous avez dit, ça m'interpelle. Oui, parce que en fait les ALK, les ROS, les EGFR, qui sont des mutations de récepteurs sur la membrane cellulaire, elle a muté. Ce récepteur a muté, on ne sait pas pourquoi. Ça s'est transformé, ça ne fonctionne pas normalement. Toutes ces mutations, et donc je vais vous montrer petit camembert, pour refaire juste un peu
carte d'identité. Voilà. En fait, toutes ces anomalies-là, que ce soit le ALK, le ROS, le GFR, le RED, je vous passe tous les noms, je vais vous montrer le camembert, sont beaucoup plus fréquents, effectivement, chez les non-fumeurs. Et puis, alors après, chez les Asiatiques, on connaît bien le GFR, mais on connaît moins bien le reste. Voilà. Donc, après, les cohortes mondiales épidémiologiques devraient nous donner des informations supplémentaires. Mais effectivement, pour les ALK, c'est comme on est tellement, enfin, ce groupe de patients est tellement rare qu'il faut vraiment une fédération, on va dire, plus mondiale pour qu'on puisse dégager ce type de données épidémiologiques. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre question ? Oui. Vous avez parlé des risques avérés. Est-ce qu'on peut parler de d'autres risques qui sont plus ou moins avérés ? Notamment, on voit l'explosion des cancers chez les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part du stress, de charge mentale, de ce genre de choses ? Alors ça, c'est une autre question que je demande à mes patients quand je les reçois pour la première fois, le contexte dans lequel ils sont tombés malades. Et souvent, après, c'est un partage d'expérience qu'on fait ensemble, hein. Les patients me disent, mais vous savez, je viens de traverser une période difficile. Et on retrouve toujours un facteur stress, enfin, pas toujours, mais souvent. Après, peut-être que c'est parce que je leur pose la question et qu'ils regardent en arrière. Oui, le stress n'est jamais bon pour le corps, vous savez bien, hein, quel que soit, on va sortir du cancer, ça génère des radicaux libres, etc. Donc, pour bien vivre, il faut essayer de vivre pas stressé. Et puis, vous savez bien, il y a plein d'ateliers qui se développent, de rire, de sophrologie, tout ça pour baisser le niveau d'anxiété. Donc, le stress, oui, enfin, moi, alors, je vais enlever ma casquette de docteur, hein. Je vais mettre ma casquette de pas docteur et de mes croyances à moi et de 25 années d'oncologie thoracique. J'y crois. Parce que pour avoir partagé beaucoup avec mes patients, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui concordent. Il y a une épreuve, il y a un choc, il y a quelque chose qui fait que le corps s'est détraqué peut-être à ce moment-là. Mais ça n'a pas de base scientifique, ce que je suis en train de vous dire, hein. C'est ce que je vis avec mes malades. Pour le coup, vous parlez d'un événement ponctuel. Est-ce que, quand moi je parle par exemple de charge mentale, pour les femmes, c'est plus à long terme. Oui. Mais pour autant, enfin, moi, ça m'interroge notamment sur l'explosion des cancers chez les femmes. Tout à fait. Alors, il y a eu ça. Et puis, il y a eu, on a cherché les pistes plus scientifiques hormonales. Œstrogène, progestérone, un peu comme dans le sein, hein. On s'est dit peut-être que c'est parce qu'on a mangé la pilule œstroprogestative de contraception. Peut-être que pendant un temps, quand on était ménopausé, on mangeait des traitements hormonaux substitutifs. Ou les parcours de PMA aussi, moi j'y crois beaucoup. Les injections de PMA, d'œstrogène, etc. Donc on a été beaucoup imprégné par toutes ces hormones. Est-ce qu'il y a un corollaire au cancer du poumon ? Pour l'instant, non. La science ne nous le dit pas. On a fait des études, hein, mais pour l'instant, ça n'a pas pignon sur rue. Que les hormones créent le cancer, en tout cas les hormones féminines, on n'a pas démontré que ça entraînait le cancer du poumon. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le mode de vie des femmes a changé en 40 ans. Hein, il y a 40 ans, on vivait probablement pas comme nous vivons actuellement en tant que femmes. On travaille toutes quasiment, on fait tout en même temps, mais on fait pareil que les hommes, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas... Voilà. Après, il y a une majorité de femmes. Mais effectivement, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a une augmentation de l'incidence des cancers de la femme dans le poumon, et pas que dans le poumon. Dans le sein, vous allez aux ateliers seins, les oncologues, les sénologues vont vous dire la même chose. Hein. Le stress, etc., hein, ça fait partie des modes de vie. Le tabac, l'alcool, hein, parce qu'on fait tout comme les hommes, donc du coup, on boit, on fume, voilà, comme les hommes. Donc c'est l'égalité des sexes, on va dire. Voilà. Alors, je voulais vous dire que pour bien comprendre les différents traitements du cancer, du poumon notamment, vous l'avez compris, on fait 2 types de bilans. Un bilan du diagnostic, c'est-à-dire que souvent les gens arrivent avec une image anormale et moi je leur explique qu'il faut que je sache ce que c'est que ce truc, parce que c'est une opacité très suspecte de cancer, mais il faut que j'aille à la biopsie, il faut que je prenne un morceau de cette chose pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Donc j'ai un diagnostic à poser pour mettre une carte d'identité, et souvent je fais la comparaison. Le cancer, c'est comme un être humain.
il a des yeux bleus, des yeux marrons, il est petit, il est gros, il a les cheveux frisés ou raides, il faut que je sache sa carte d'identité. Parce qu'en fonction de cette carte d'identité, les traitements vont être totalement différents. D'accord ? Donc, non, vous ne voulez pas à votre médecin s'il vous fait faire des tonnes de biopsies ou quoi, parce que ça nous permet vraiment d'établir ce profil moléculaire dont je vous parle. Il n'y a pas que ce profil moléculaire, le type de cellules, etc. Donc, le diagnostic. Et puis après, on va regarder le corps entier. On va regarder s'il n'y a pas d'anomalie autre part, ce qu'on appelle le bilan d'imagerie. Donc, on fait passer plein de choses, des scans, des IRM, des PET scans, enfin bref. Et ça nous permet de vous prendre en photo dans la totalité du corps. Et comme ça, je sais exactement où il y a de la maladie. Le cancer du poumon, dans l'esprit des gens, il y a deux choses. C'est le cancer du poumon et c'est un cancer qui a une mauvaise presse parce qu'il est méchant. Voilà, donc ça, quand les gens arrivent dans notre bureau, ils ont ces deux choses-là en tête. Alors, première chose, c'est pas le cancer du poumon, c'est les cancers du poumon. Parce que souvent, je dis, il y en a 10 différents en fonction de la carte d'identité. Et puis, il y a deux grandes familles dans le cancer bronchique. Il y a le petite cellule, c'est 15% en fonction du type de cellule qu'il y a à la biopsie. Et puis, le non à petite cellule, c'est 85%. D'accord ? Et puis, dans les non à petite cellule, il y a des sous-types. Et en fait, moi, je suis un médecin qui dessine énormément. En fait, je dessine sur des feuilles les cellules tumorales, je dessine mes récepteurs, etc. Et je leur explique, voilà, moi, je veux déterminer la carte d'identité parce que, vous voyez, dans les non-aptites cellules, si vous êtes dans la famille des non-aptites cellules, adénocarcinome, donc le sous-type de cellules d'adénocarcinome, il faut que je recherche tout ça. Les yeux bleus, les cheveux longs, les machins et tout ça, c'est le profil moléculaire. Parce que si vous êtes porteur d'un de ces trucs-là, je vais pouvoir vous soigner différemment qu'avec une chimio. Je vais pouvoir envisager un traitement qui va cibler l'anomalie dont dépend votre cancer pour proliférer. C'est ce qu'on appelle une thérapie ciblée. Et donc, il faut absolument que je le sache parce que ça change tout. Ça change votre traitement complètement. Et depuis 20 ans, la mutation EGFR en 2004 a été la première mutation découverte dans le poumon. Ça fait 20 ans qu'on ne cesse de trouver des nouvelles choses et de nouvelles thérapies. Donc souvent, dans la sphère de l'oncologie, le poumon est un peu en tête de gondole pour cette recherche de biologie moléculaire parce qu'on est un exemple de l'efficacité de la recherche de cette biologie moléculaire avec des traitements en face. Hein. C'est ça qui est extrêmement important. Alors ça, c'est un document que j'ai fait faire parce que j'en avais marre de dessiner tout le temps la même chose et d'écrire tout le temps la même chose. Et je suis désolée, c'est un peu flou, mais c'est un de mes supports de consultation. C'est-à-dire que j'explique aux patients, voilà, il y a deux grandes familles. Et si vous êtes dans les 80%, en fonction de la cellule qu'il y a sous le microscope, je vais rechercher d'autres choses. Les anomalies moléculaires avec le camembert que je vous ai montré. Et puis un petit mot un peu bizarre qui s'appelle PDL1, qui est également une protéine en fait, qui est sécrétée par le cancer, qui fait partie de ses caractéristiques, et qui va m'aider pour l'immunothérapie. Ce que je vous ai parlé de thérapie ciblée, il y a l'immunothérapie, vous savez, qui a fait le buzz depuis 10 ans en cancérologie. Et puis, il y a la chimio que tout le monde connaît. Hein, donc, les trois grandes familles. Et c'est ça, pareil, je l'ai fait écrire noir sur blanc pour que les gens comprennent bien. Les traitements, quand on parle de cancer, quel que soit le cancer que vous avez, hein, quelles sont nos armes ? Je peux opérer, je peux faire des rayons, je peux faire des traitements qu'on dit médicamenteux, systémiques. Ils peuvent se donner en comprimé ou en perfusion. Quel que soit le cancer, que ce soit le sein, le côlon, le poumon, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut opérer ? Hein, il faut que vous sachiez que c'est ça qu'on se demande. Est-ce qu'on peut l'enlever du corps ? Oui, non. Et ça dépend de la photo du corps, ça dépend de la caractéristique de la tumeur, mais ce sera notre première question. La deuxième question, c'est si je ne peux pas l'opérer, si je ne peux pas le lui enlever, qu'est-ce que je peux faire ? En fonction de ce que j'ai. Eh bien, mes armes thérapeutiques, ça reste les traitements dits généraux, les comprimés, les perfusions, la chimio, que vous connaissez, c'est souvent des perfusions, mais ça existe aussi en comprimé, dont le but est de casser les brins d'ADN des cellules cancéreuses. C'est ça le but. C'est ce qu'on appelle des cytotoxiques, des toxiques des cellules. Le mécanisme d'action est très simple. Les cellules sont faites de brins d'ADN. Et ben, les produits de chimiothérapie
casse le brin d'ADN pour casser la cellule en deux. D'accord ? Et ça ne réfléchit pas, une chimio. Ça va tuer, entre guillemets, toutes les cellules, et même les cellules normales, mais comme vous savez, qui ont la particularité de remonter. C'est pour ça que vous pouvez avoir des baisses de globules blancs, de plaquettes, de globules rouges. Ça, c'est la chimio. Ça ne réfléchit pas trop, la chimio. Ça va casser les brins d'ADN des cellules. L'immunothérapie, c'est un anticorps. Un anticorps qui vient en fait stimuler votre système immunitaire pour que vos cellules de défense immunitaire combattent le cancer. Parce que le cancer, qu'est-ce que c'est ? C'est des cellules qui sont folles, qui se multiplient et qui font des boules dans le corps. C'est ça le cancer. Ça ne sait faire que se diviser et faire des boules et de partir dans le sang. Et bien le but, c'est quoi ? C'est de dire à nos défenseurs, maintenant, tu vas les tuer, les cellules cancéreuses. Tu te réveilles et tu y vas. Et c'est notre système immunitaire. C'est les lymphocytes. Et ça a eu le prix Nobel, vous savez, cette découverte. Ça a été récompensé par le prix Nobel parce que en injectant un anticorps qui vient en fait fixer la liaison entre PDL1 et PD1, bref, entre la cellule tumorale et la cellule lymphocytaire, la cellule lymphocytaire, qui est notre gardien, va la voir, la cellule tumorale, et elle va venir la détruire. Parce que le cancer, il est hyper malin, c'est pour ça qu'on l'appelle tumeur maligne, parce qu'il sait se rendre invisible. Il sait sécréter des cellules pour que les lymphocytes, ils font comme si, j'ai pas vu, je passe à côté, mais je le vois pas, la cellule cancéreuse, donc je ne peux pas l'attaquer, parce que la cellule cancéreuse a sécrété des substances, comme je dis souvent, une sorte de cache. Vous voyez, il passe comme ça incognito, puis après, hop, il va se reproduire, il va faire d'autres boules autre part. Et ben, le fait de bloquer cette liaison grâce à cet anticorps vous permet de rétablir la vision de vos lymphocytes et de venir détruire les cellules tumorales qui ne doivent pas être ce qu'on appelle le non-soi. C'est pas à nous, c'est à nous, mais c'est devenu fou. Et donc, il faut pouvoir l'arrêter. Donc, l'immunothérapie n'a pas du tout les mêmes toxicités que la chimio. Vous savez, c'est pas du cassage de brins d'ADN. C'est une restitution de fonctionnalité lymphocytaire. Ce sont des perfusions pour l'instant, ou bientôt peut-être la sous-cutanée, on ne sait pas. Mais en tout cas, la voie d'administration, ce sont des perfusions, l'immunothérapie. Et puis la troisième grande famille, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les thérapies dites ciblées, qui vont venir cibler une anomalie moléculaire dont dépend le cancer. Ce cancer, il dépend de cette voie-là pour se proliférer. Et donc si vous bloquez ce récepteur, la cellule va se mettre elle est toute figée et donc du coup elle va s'autodétruire. Elle se met ce qu'on dit en apoptose, c'est-à-dire il y a une autodestruction par blocage de son mécanisme de survie. Voilà. Donc ce sont des thérapies ciblées qui sont souvent des comprimés, mais certaines thérapies ciblées existent aussi en perfusion. Donc vous voyez, les mécanismes d'action sont extrêmement différents, ce qui implique des effets secondaires totalement différents aussi. Et une tolérance, bien sûr, une tolérance et une qualité de vie totalement différentes également. Et la médecine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réfléchit sur comment je peux combiner toutes ces choses. Est-ce que je dois le donner seul, avec, en alternance, à quel moment, à quel stade de la maladie ? Et donc, on fait des protocoles de recherche pour pouvoir déterminer le meilleur positionnement de ces différentes classes de traitement. Mais là, vous avez en gros, voilà, les armes de traitement que nous avions jusqu'à présent et qui s'étoffent de futurs traitements dont vous avez sûrement entendu parler. Je vais vous en décrire deux. Parce qu'ils arrivent, là, vraiment, depuis l'année dernière, quels que soient les cancers dans la vessie, le sein, nous, dans le poumon. La première grande famille qui va se rajouter, du coup, mon petit tableau, il va devenir has-been. Je vais devoir rajouter une ligne supplémentaire pour dire anticorps conjugués. Qu'est-ce que c'est que ça ? Anticorps conjugués, c'est cette chose-là. C'est une molécule extrêmement... c'est hyper malin d'avoir pensé à ça. En fait, vous voyez, ici, vous avez la cellule tumorale. À sa surface, je vous ai parlé de récepteurs, de choses sur lesquelles se fixent des molécules. Eh bien, ces anticorps conjugués, c'est une nouvelle classe de chimio. Ce sont des chimiothérapies. Mais c'est des chimiothérapies qui sont véhiculées par
un anticorps qui va venir se fixer en fait sur un récepteur des cellules tumorales et la molécule de chimio va être relarguée à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle une chimiothérapie vectorisée par un anticorps. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous avez ce qu'on appelle les ADC, c'est de l'anglicisme, ces anticorps conjugués en français. Il va venir se fixer sur l'antigène tumoral et vous voyez, en fait, il va y avoir un système de relargage, c'est comme un cheval de Troie. Hop, il relargue à l'intérieur la cellule, la molécule de chimio qui va venir agir, en fait, sur l'ADN comme toute molécule de chimio. Et quel est le récepteur qu'on choisit? Ce sont des récepteurs qui sont très présents dans les cancers, bien sûr. Donc il faut une cible, on va dire, qui soit présente de façon très importante sur ce type de cancer et qui puisse être le lien, on va dire le point d'amarrage. Souvent je dis c'est une serrure qu'on ouvre comme ça et en fait c'est le point d'amarrage et clac, on relargue la molécule de chimio au plus près à l'intérieur en fait du noyau. Et ce sont des grosses molécules, les ADC, mais c'est ce qu'on appelle des nouvelles chimiothérapies qui sont dites vectorisées et avec une toxicité de chimio. Donc ça reste une chimiothérapie, mais qui est plus précise, voyez, et qui utilise une petite serrure pour rentrer dans les cellules tumorales. Donc vous allez entendre parler de ces anticorps dits conjugués qui restent encore une fois une chimiothérapie. Ici, 5e famille, donc chimio, thérapie ciblée, immunothérapie, anticorps conjugués, donc, et puis maintenant, donc les chimiothérapies dites vectorisées, je vais parler de chimiothérapie vectorisée, comme ça vous avez le mot chimio en tête, et 5e classe, ce qu'on appelle des anticorps bispécifiques. Alors là, on n'a pas de molécule de chimio, il n'y a pas de chimio là, c'est un anticorps comme l'immunothérapie, d'accord, qui va venir bloquer des récepteurs dont dépendent les cellules tumorales pour proliférer. Pourquoi bispécifiques? Parce qu'elles sont capables de bloquer 2 trucs en même temps. Parce qu'on a compris que le cancer, c'était pas du truc, c'est pas si basique que ça. Il y a d'autres voies qui jouent, et donc le fait de bloquer 2 choses en même temps nous permet souvent aussi de reculer le temps où à un moment le cancer peut nous échapper. Donc ça, c'est une autre classe. Il y a des anticorps bispécifiques, des anticorps trispécifiques qui arrivent à l'essai maintenant. Donc c'est une 5e classe de médicaments qui ressemble un peu plus à l'immuno, parce que c'est un anticorps. Il n'y a pas de chimio, encore une fois. Mais vous avez vu, ces 2 nouvelles classes de molécules anticancéreuses sont actuellement en test dans le protocole de recherche, en tout cas dans le poumon, et puis devraient arriver sur l'autorisation de mise sur le marché dans les années à venir. Parce que, vous savez, quand on développe un produit comme ça, derrière ce développement, il y a 10 ans de recherche. Donc vous passez les essais cliniques, vous avez souvent entendu parler de ça, la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Et avant que le médicament n'arrive à la prescription routinière remboursée par la sécurité sociale, ça a dû passer toutes les phases d'essais cliniques et puis ça doit passer par les méandres des autorisations administratives, ministérielles françaises pour être remboursé. Et ça, c'est un autre combat. La France, alors on est entre nous, on est très long, très long sur l'autorisation. Au Congrès, vous savez, aux États-Unis, ils ont moins de 6 mois entre le moment où la proclamation de l'essai qui montre que c'est le nouveau traitement, c'est le meilleur, là le meilleur traitement c'est le nouveau, et l'accès aux patients. Et nous en France, on a en gros 1 an et demi, en fait. Et on est sous-tendu, je ne vais pas refaire l'histoire de notre bataille pour les thérapies ciblées en France, mais on est sous-tendu par les commissions ministérielles. Voilà, et c'est normal parce que ça doit passer par les arcanes administratives et tous les résultats sont revus, etc., pour savoir si ça va être pris en charge ou pas. Voilà, donc les 5 grandes familles de médicaments, plus la chirurgie, plus les rayons. Est-ce que, après, j'ai intentionnellement mis de côté tout ce qui est vaccin? Je vous en ai pas parlé, parce que en fait, c'est encore, on ouvre la boîte de Pandore, c'est encore en recherche. On entend beaucoup parler à la télé de beaucoup de choses, mais souvent, pour l'instant, ce que je peux vous dire dans le poumon, c'est que c'est encore en recherche.
D'accord. Il y a quelques années, le fameux vaccin de Cuba. Après, là, on a eu d'autres échos de vaccins. Donc, pour l'instant, on est à l'état de protocole de recherche pour tout ce qui est vaccinologie dans le poumon. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi, j'ai une question concernant l'immunothérapie. Oui. D'un point de vue patient, ça ressemble à quelque chose quand même d'assez essentiel dans l'arsenal. Voilà, dans l'arsenal. Et pour autant, ça n'est pas quelque chose qui est proposé, ou en tout cas qui est suivi systématiquement. Qu'est-ce qui fait que, justement, on applique ou non l'immunothérapie? Oui. Alors, l'immunothérapie, nous l'avons depuis 2015. C'est ça, depuis 10 ans. On est rentré par la porte de la 2e ligne en monothérapie dans le cancer bronchique non à petites cellules. La décision dépend du type de cancer que vous avez, de la ligne de traitement, et puis de l'accès dans cette ligne-là au moment où on tombe malade. Donc en 2015, on est rentré par la porte de la 2e ligne, c'est-à-dire que les gens avaient déjà eu de la chimio à base de sel de platine, et puis après 2015, on a eu l'autorisation de faire de la mono-immuno en 2e intention. Et puis, vous voyez, en 2024, là, 9 ans plus tard, l'immuno est utilisé en périopératoire, c'est-à-dire en préopératoire, avant d'opérer une opacité opérable. On peut faire, grâce à un accès précoce actuellement qui est conditionné par une autorisation administrative, une chimio-immuno, et ensuite on opère. Il y a cette indication-là, alors qu'on n'avait pas l'année dernière, hein. Là, c'est tout récent de cette année. Il y a l'immunothérapie pour les stades avec des métastases, bien sûr, en première intention avec la chimiothérapie. Les indications sont précises en fonction du stade, du type de cellule, et puis qu'il n'y ait pas de contre-indication à l'utilisation de l'immuno. C'est-à-dire que dans certaines situations, l'immunothérapie ne peut pas être utilisée parce que vous avez une contre-indication. Par exemple, vous avez une maladie de système qui n'est pas contrôlée. C'est quoi une maladie de système? C'est une maladie qui dépend d'anticorps. Par exemple, le lupus, qui est une maladie en fait générale, mais qui n'est pas du tout contrôlée, hein. Vous faites plein de poussées, etc. Vous avez des traitements anti-rejet, anti-immunosuppresseurs. Et en fait, ça peut être une contre-indication à l'immunothérapie parce que l'immuno est un anticorps que vous injectez. Et donc, si vous-même, vous produisez des propres anticorps contre vous-même par des maladies auto-immunes, ces patients-là étaient exclus des essais thérapeutiques qui ont permis aux molécules d'arriver sur le marché. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on fait avec l'immuno chez ces gens-là qui ont plein d'anticorps et qui ont plein de traitements d'anticorps par ailleurs. Du coup, ces gens-là, comme les gens greffés, vous savez, les greffes du rein, les greffes du foie, et qui ont des anti-rejets, ils sont normalement exclus du niveau de preuve de l'immunothérapie parce qu'ils étaient exclus des essais du fait de leurs antécédents. Donc il y a toutes ces choses-là qu'on doit prendre en compte au moment où on prescrit de l'immuno aux gens. Mais en gros, j'ai envie de dire 80% des patients, en gros, avec des métastases ont de l'immunothérapie. Et puis pour les stades dits plus précoces où on veut opérer, en fait, la proportion est plus réduite parce que les indications sont très précises. Mais ça n'est pas obligatoire, effectivement, vous avez raison, ça dépend de beaucoup de choses. Et puis ça évolue d'une année sur l'autre en fonction des avancées thérapeutiques de la science, quoi, en fait. Et ce que je suis en train de vous dire maintenant, peut-être ça va être fou l'année prochaine parce que l'indication va être encore plus élargie. Voilà. Et est-ce que les gènes peuvent avoir une incidence, entre guillemets, alors je parle notamment de gènes qu'on appelle méconnus. Est-ce que ça a une incidence justement sur les protocoles et sur le choix, en fait Les gènes, c'est-à-dire, vous voulez dire une sorte de une prédisposition familiale à faire des cancers? Non, ou ce justement, genre de choses? Non. un gène méconnu. Ils appellent ça un gène méconnu, donc il y a très peu d'études sur le sujet. Dans l'anomalie moléculaire, dans le camembert, il y a des toutes petites proportions de gènes qu'on dit, en fait, on ne sait pas ce que ça signifie. Ça. Effectivement, et notamment les commutations. Il y a les mutations qu'on dit addictives. Pour addiction, c'est-à-dire que, je dis aux patients souvent, la cellule cancéreuse, elle est droguée de cette voie. Elle en a besoin pour multiplier. Donc c'est ce qu'on appelle les addictions
addiction oncogénique. La cellule tumorale, elle est droguée de ça, elle a besoin de ça pour vivre, et on peut cibler. Et puis vous avez raison, il y a des mutations qu'on met en évidence grâce à nos techniques de biologie moléculaire, mais on ne sait pas ce que ça signifie, on n'a pas de molécules en face. Alors, la recherche avance pour tout ce qui est, on dit, commutations, qui ne sont pas des mutations addictives, mais on le voit en biologie qu'il y a une anomalie sur ce gène-là. Et on ne sait pas trop quoi en faire. Il y a des gènes, on comprend de mieux en mieux, mais ce que je veux vous dire, c'est pas parce que vous avez beaucoup de commutations que c'est forcément la cata. Hein. Ça ne veut rien dire, d'accord ? Ça n'est pas un facteur de prédiction forcément de mauvais résultats ou mauvais trucs. Pas pour tous. Il y en a certains pour lesquels on commence à se dire si le patient il a cette anomalie-là, plus cette anomalie-là, dans toutes les séries scientifiques qu'on a menées, on a trouvé que ça ne marchait pas l'immuno. Donc, il ne vaut mieux pas lui donner. Là, oui, ça peut être un argument. Donc, les commutations, vous entendrez les docteurs dire des noms barbares comme KEAP1, STK11, la TP53, tout ça, et qu'on regarde et qu'on collige. Et puis l'idée, c'est quoi ? C'est de faire des séries mondiales, internationales, pour dire, voilà, on va prendre les 15 000 commutés TP53, on va regarder sous immuno ce qu'ils ont fait. Donc, il y a des publications de ça. Et effectivement, ça nous permet de mieux prescrire de façon plus précise en fonction des données scientifiques que vous avez. Mais on doit se poser des questions, oui. Et après, donc ça c'est le rôle du docteur, il doit connaître la science. Il doit savoir que la science en 2024 dit que si tu as une commutation blablabla, attention, l'immuno peut ne pas fonctionner toute seule. Donc vaut mieux que tu rajoutes un petit coup de chimio, entre guillemets. Voilà. Mais vous voyez, ce genre de choses, il faut qu'on continue à glaner les informations. Mais je ne sais pas si c'est clair pour vous, pour ces histoires de commutation. Un peu plus, en tout cas. Voilà. Et vous allez sur le compte-rendu de biologie moléculaire, il y a plein de choses qui apparaissent. Et il faut savoir, c'est au docteur de vous l'expliquer de façon claire pour vous dire, bon, vous êtes porteuse de ça, mais ce n'est pas une addiction. Je n'ai pas de molécule en face à vous proposer. Mais en revanche, je vais faire gaffe parce que celui-là, la science, elle dit que. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'impact aujourd'hui. Au moment où je vous parle du traitement, je me le mets de côté. Et puis, alors après, des fois, on a des essais cliniques qui ciblent ces anomalies-là. Et on peut envoyer nos patients dans des centres où, voilà, il y a une nouvelle molécule qui est testée pour ce type de mutation dite orpheline, rare pour l'instant. Pardon, excusez-moi, je me permets juste de rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les essais cliniques. Le fait de rentrer dans un essai clinique dépend de multiples facteurs, j'imagine. Et comment se passe ce processus à partir du moment où on est identifié dans les... Alors, si le centre dans lequel vous êtes soigné ne peut pas vous inclure dans ce protocole parce qu'il n'est pas ouvert comme centre ouvert, en fait, on envoie nos patients au centre au plus proche de chez vous qui peut vous donner cette opportunité-là. Et donc, en fait, généralement, nos territoires sont assez bien maillés. On se connaît, les oncologues, on se connaît bien entre nous, on se met des mails, on s'appelle. T'as pas un essai pour une dame qui va très bien, qui présente très bien et qui pourrait être inclus qui a cette anomalie-là, est-ce que tu as quelque chose pour elle ? Donc en fait, il y a différents moyens d'avoir l'information. Nous, à Léon Bérard, on écrit tous les 3 mois une newsletter, en fait, pour le poumon, et on fait un tableau récapitulatif de tous les essais cliniques avec toutes les indications et on l'envoie à tous les copains oncologues de la région Rhône-Alpes-Auvergne. On dit voilà, à Léon Bérard, on a ça, tableau, 5 pages, 6 pages. Si tu as un malade qui est susceptible de pouvoir bénéficier de ce protocole, parce que c'est la seule façon d'avoir la molécule innovante, tu peux me l'envoyer. Voilà, s'il est prêt à faire 150 km pour venir être soigné dans le cadre de ce protocole. Mais c'est une chance supplémentaire parce que c'est une molécule qu'on n'a pas hors protocole. C'est ça. Et pour laquelle on a de l'espoir. Si on ouvre scientifiquement, on accepte, on fait le tri, vous voyez, on a plein de propositions, on accepte que des protocoles pour lesquels on croit que ça va aboutir à quelque chose. Ok, merci. Merci.
Bonjour. Alors moi j'ai une question sur la mutation. Alors moi je suis patiente ALK. J'ai eu fumé il y a longtemps, mais j'ai arrêté depuis longtemps. Mais voilà, je suis patiente ALK. Alors je voulais poser la question sur en fait récemment l'adénocarcinome que j'avais a muté en carcinome épidermoïde. Oui. Alors, comment ça peut se faire? Oui, comment ça peut se faire? Parce que vous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, que les adénomes, c'était des cellules... Oui, les adénocarcinomes, ça appartenait à un certain type de cancer, oui. Et le carcinome épidermoïde à un autre. Donc, comment il peut changer de visage? Voilà, c'est ça. Et puis, est-ce que c'est toujours ALK, semble-t-il? Oui. Donc, on continue un traitement ciblé. Absolument. Alors, voilà. Comment vous vous rappelez ça là? Attendez, je reviens en arrière. Là. Donc, non à petites cellules, 85%. Non à petites cellules. Dans les non à petites cellules, on a les adénocarcinomes et les épidermoïdes. Ils font partie de la même famille, d'accord? C'est la même grande famille des non à petites cellules. Au microscope, ils n'ont pas la même tête, et puis ils n'ont pas la même, les mêmes cheveux, les mêmes, etc. Pas tout à fait les mêmes, d'accord? L'épidermoïde, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le proximal. C'est celui qui est dans les bronches les plus proximales souvent, muqueuse bronchique. Et puis l'adénocarcinome, c'est plutôt le distal. Typiquement, c'est celui au fin fond des alvéoles, l'adénocar. Alors oui, on peut se transformer, un cancer peut se transformer en prenant le visage de la cellule voisine, mais pas en prenant un masque, Il se transforme réellement, il se différencie, c'est-à-dire qu'on a toujours la cellule, la membrane, le noyau, etc. Mais il va avoir les caractéristiques en fait d'un vrai épidermoïde, avec les caractéristiques morphologiques d'une vraie cellule épidermoïde, par mécanisme de résistance. Oui. C'est-à-dire que le ALK est dans 99% des adénocarcinomes. Mais nous avons quand même des ALK épidermoïdes de novo, d'accord ? On en a quand même très peu. Mais la transformation phénotypique, ce qui vous arrive, c'est-à-dire que les cellules, certaines, pas toutes, d'accord ? Là où ils ont fait la biopsie, on a trouvé, voilà, parce que le cancer n'est pas forcément homogène de la même façon dans tout le corps. Moi, j'ai un patient je l'ai prouvé, parce que il n'évoluait qu'à un endroit, c'était le dos. Et j'ai biopsié le dos, c'était un épidermoïde avec toujours l'anomalie ALK, mais pourtant un vrai visage au microscope d'épidermoïde. Et son poumon était toujours un adénocarcinome, parce qu'à la caméra fibrobronchique, j'ai fait mes biopsies, il y avait encore de l'adénocarcinome. Donc, il avait 2 types de cellules différentes, mais en fait, il m'a résisté dans le dos. Vous voyez, c'est un mécanisme de résistance, la transformation phénotypique. Mais est-ce que ça veut dire aussi que la résistance est plus forte aux médicaments ? Non, ce n'est pas un facteur de prédiction de sensibilité aux médicaments, la transformation phénotypique. En revanche, ça peut nous faire pousser à changer notre traitement de fond en fonction de là où il y a de la maladie, en fonction du type de, vous voyez, le nombre de sites qui résistent, entre guillemets, on peut se dire, OK, là, il faut que je passe en chimio contre l'épidermoïde. Vous voyez ? Est-ce qu'on peut revenir ensuite ? Oui, on peut toujours revenir ensuite, si vous dépendez toujours de la mutation ALK. D'accord. Mais le fait de transformer l'aspect de la cellule en un type de cellule épidermoïde est un mécanisme de résistance. Ce clone cellulaire-là, il a appris à se transformer pour résister, en fait. C'est parce qu'il est malin. Vous voyez, en fait, il est... Super. C'est ça, en fait, le cancer a vraiment... Il a compris comment il se faisait bloquer par la thérapie ciblée, et donc il trouve des moyens d'échapper. Donc, il a vu qu'il était bloqué sur son récepteur, là, comme ça, et donc, pour une raison qu'on ignore, on ne sait pas pourquoi, il y a une sorte d'îlot cellulaire qui s'est transformé en épidermoïde. Il n'y a pas de raison particulière, je veux dire, on a beau chercher des explications scientifiques, il n'y a pas, mais c'est cet îlot cellulaire-là qui a appris à contourner la thérapie ciblée. Donc il faut le traiter tel qu'il est, avec son visage là, ce jour-là, cette année, ce moment-là. Et d'accord.
C'est un mécanisme de résistance. Ouais. C'est des résistances qu'on dit off-target, en dehors de la cible, en fait, parce qu'elles se transforment. Et puis, il y a des mécanismes de résistance on-target, c'est-à-dire c'est une mutation, vous voyez, une mutation du récepteur sur, mais toujours adénoca, mais il y a, sur notre biologie moléculaire, on voit une mutation d'acides aminés supplémentaires. Et du coup, on a des molécules qui sont en train de se développer pour bloquer ces nouvelles mutations sur la cible, on-target. Voilà. Donc, il y a... vous voyez, il y a différents mécanismes. Il y a même des transformations en petites cellules. Ah oui. Ouais. Fort. Carrément. C'est-à-dire que le cancer, il passe de là à là. Et il se dégénère d'une autre manière. Histologiquement. Histologiquement, c'est-à-dire que c'est la cellule elle-même qui c'est pas des histoires de récepteurs là, c'est l'aspect global de la cellule qui prend un autre processus cancéreux. Et donc, ce sont des mécanismes de résistance au traitement pour lequel on est soigné. D'accord. Juste une dernière question. Par rapport au stress, est-ce que le stress est un facteur aussi d'obstacle à l'absorption du traitement? Je veux dire, à l'efficacité du traitement. Il n'y a pas de... Alors, le docteur dit il n'y a pas de preuve. Là, pas docteur dit... Moi, j'aime pas le stress. Hein. En fait, oui, de toute façon, il faut l'éviter. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vachement dur. C'est-à-dire que exactement. Le truc, c'est de... C'est ça. Parce qu'entre l'attente, c'est horrible. Oui, c'est là que toutes les mesures en dehors du traitement lui-même sont importantes, en fait. Le pharmacien était vraiment comme ça et pensait que tout allait reposer sur le traitement pris par voie orale, que ça allait tout faire. Mais non, parce que voilà, il y a la tête qui fonctionne, il y a le corps, il faut qu'il reste en forme. Et l'idéal, c'est de mettre tout en place pour que voilà, ça coule. Zen. Ouais. Et puis le lâcher prise est important. C'est très difficile. C'est vraiment un travail de chaque jour. Voilà, c'est très très important. Mais c'est compliqué. C'est compliqué quand on est malade, quand on est aidant de malade. C'est très compliqué de gérer ce stress dont on parle, de gérer l'angoisse, de gérer... Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir cette aide en dehors, là, parce que je vous parle de médicaments, de chimio et tout ça. Mais au final, avec votre docteur, vous êtes quoi? Une demi-heure? Une demi-heure? Et encore 20 minutes. Voilà. Moi, je suis bavarde. Alors c'est une heure. C'est bien. Moi, c'est des consultes d'une heure, c'est terrible. Oui, on peut pas venir. Et donc, du coup, j'ai dit, j'ai besoin des autres. Moi, j'ai besoin de toute l'équipe paramédicale parce qu'ils vont avoir un temps pour vous. Et puis moi, je veux savoir comment vous êtes entourés à la maison. C'est qui? Vous vivez avec qui? C'est qui vos amis? Qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes avec moi, quand vous n'êtes pas avec moi, en fait, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans ce qu'il y a autour? Voilà. Et on essaye de vous entourer au mieux dans ce parcours, en fait, c'est ça. Mais je vais te laisser la parole, Leslie, parce que, en fait, parce que tu voulais parler des consultes. Ouais. J'avais juste une question. Est-ce qu'on connaît la durée d'efficacité de l'immunothérapie, en particulier sur le cancer du poumon? Alors, oui et non. Oui, parce qu'on commence à avoir du recul depuis 2015, donc ça fait 9 ans qu'on l'utilise, donc on commence à avoir les données de ces premiers malades qu'on a soignés, sous immunothérapie, monothérapie en deuxième ligne, et non parce qu'on ne sait pas encore les facteurs de prédiction d'efficacité de l'immuno. Quand je démarre une immuno avec un patient, je n'ai pas encore les moyens de prédiction clinique, biologique, anapath, pour me dire ce patient-là va être vivant avec moi dans 5 ans. Je ne sais pas encore, la science ne me permet pas encore de le dire avec les études qu'on a. Mais on sait, et c'est ça qui est fantastique avec l'immuno, c'est qu'on a une proportion de malades qui sont dits longs répondeurs. C'est un terme qui est, je trouve, moche, mais en tout cas, qui sont contrôlés en rémission complète ou partielle à des années
À partir du diagnostic. Il n'y a pas d'âge. C'est au moins à partir de notre date butoir, c'est la date de diagnostic, quand on a découvert le cancer. Et bien, grâce à l'immuno, il y a des gens dont la maladie est totalement éteinte à 5 ans. D'accord ? À 5 ans, à 10 ans, enfin 10 ans, je dis 10 ans, mais en fait c'est 9 ans là, notre recul pour l'instant. Et on ne sait pas pourquoi ces gens-là ont une maladie totalement éteinte, avec des métastases. Hein, d'accord ? Ce sont ce qu'on appelle nos longs répondeurs, les gens en rémission prolongée. D'accord, mais toujours en continuant à être sous immunothérapie ou en ayant arrêté l'immuno? Alors certains ont arrêté parce que les protocoles, vous savez, en fait les études ont borné la durée de l'immuno à 2 ans pour la plupart. Et au-delà de 2 ans, la science nous dit tu as le droit d'arrêter si le patient... Si on colle les essais cliniques, on a le droit d'arrêter pour les études, les stades métastatiques à 2 ans. Les études étaient designées, elles étaient conçues pour un arrêt de l'immuno à 2 ans. Mais nous n'arrêtons pas tous à 2 ans. On continue en fonction du bilan qu'on a à 2 ans. Surtout si c'est super bien toléré et que voilà, on n'a pas d'argument particulier à arrêter s'il y a encore des petits signaux qui flashent au PET scanner ou quoi, ou qu'on a des éléments d'inquiétude. Ce qui nous répètent nos oncologues, c'est que moi je suis ALK depuis 6 ans et que rémission, ça n'existe pas pour les ALK. Rémission, ça n'existe pas. Enfin, que ça n'existe pas. avec le traitement ciblé, c'est juste endormi, mais il est toujours là. Il peut se propager n'importe comment. Oui, mais quelques ALK ou pas ALK. Hein. Oui, ALK ou pas ALK. Souvent, ce que nous disons nous à nos patients, enfin moi je me mets c'est bien normal. On me demande est-ce que je vais guérir, docteur? C'est normal. Même moi je demanderais est-ce que moi je vais guérir? Est-ce que j'ai un espoir de guérison? Eh bien, le mot guérison, moi, je ne l'emploie pas. Je suis quelqu'un, enfin, vous allez apprendre à me connaître, je suis quelqu'un d'extrêmement transparent, très sincère avec mes patients. Je leur dis les choses avec la plus grande sincérité possible. On vit avec le cancer. Souvent, quand on a eu des métastases dans notre corps, je dis aux patients, vous savez, vous allez apprendre à vivre avec le cancer. Vous guérir, je ne peux pas vous le dire parce que ça reste un cancer qui s'est logé à différents endroits de votre corps. Il faut apprendre à vivre avec, et mon but, ça va être de le bloquer et de vous mettre en rémission. Et dans ma tête, quand je parle de rémission, c'est que je l'ai bloqué. Il ne bouge plus, il dort. Il est en rémission et vous vivez normalement. C'est ça pour moi. Donc, les oncologues qui disent qu'il n'y a pas de rémission possible de chez possible, ça dépend de ce qu'il entend derrière le mot rémission. Pour moi, c'est un contrôle complet de la maladie et que les gens vivent, comme souvent je dis, quand vous devenez diabétique et que vous faites des injections d'insuline, vous ferez des injections d'insuline toute votre vie. Comme les Américains qui disent NED, No Evidence of Disease. Voilà. Donc, le diabète est contrôlé avec l'insuline. Mais vous allez faire des injections d'insuline toute votre vie, en fait. Il ne fait pas de résistance, mais il fait des complications. Donc, il fait des complications oculaires, rénales. Vous voyez, avec le temps, il y a quand même... Voilà, ce sont des maladies qui sont dites chroniques, en fait. Et il y a ce terme de chronicité, de vivre avec quand on a une maladie grave, grave ou pas grave d'ailleurs. Là, pour le coup, cancer, dans notre esprit, c'est grave, bien sûr. Mais on vit avec et on apprend à vivre avec, on apprend à vivre le mieux possible avec. Quand j'étais diagnostiquée, juste entre parenthèses, il est venu m'annoncer et 2-3 semaines après, quand j'ai eu le résultat il me dit « Vous avez de la chance, c'est un ALK ». Oui, parce qu'en fait, le fait d'avoir cette anomalie, on a déjà beaucoup d'arsenal thérapeutique. Les ALK sont un groupe de patients pour lesquels la science avance à une vitesse folle, d'accord, plus que les EGFR probablement. Et parce qu'il y a un emballement de la recherche autour de cette anomalie-là, qui fait qu'on a beaucoup de molécules, et qui continuent à arriver d'ailleurs. Et puis, du coup,
on arrive à soigner les patients avec des traitements comprimés souvent et qui leur permettent une qualité de vie qui est assez bonne au final en termes de manger zéro effet. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas de thérapie ciblée et pour lequel on va partir en chimio avec les effets secondaires de chimio qu'on connaît bien, les effets secondaires de l'immuno qui sont moins importants mais qui existent. Mais effectivement, quand il vous a dit vous avez de la chance, il sous-entendait parce qu'il y a plein de thérapies sous le coude. Donc il a pensé de façon thérapeutique, et puis qu'effectivement on peut empiler les thérapeutiques. La science avançant vite, dans 2 ans je vais pouvoir vous proposer autre chose probablement parce que ça arrive assez vite. Et donc on a du recul avec une espérance de vie qui est bonne et une vie la plus normale possible au final. Peu d'effets secondaires. Encore une question et puis après je parle. Oui. Elle a travaillé. Ça ne marche pas, c'est ça. Vous l'avez abordé à plusieurs reprises très rapidement. Je ne sais pas si vous allez le aborder plus tard dans la présentation. J'avais 2 questions. La première, c'était le pourcentage de cancer métastatique que vous avez lors des premières consultations. Et la deuxième question, est-ce qu'ils sont traités différemment lorsqu'il est métastasé ou non ? Alors, à la première question, la proportion dans le poumon, qui est, on va dire, la particularité du poumon, nous avons en gros entre 50 et 60% de métastases au moment du diagnostic. La majeure partie de mes patients que je rencontre la première fois ont déjà des métastases quand ils sont devant moi pour la première consultation, malheureusement. Est-ce que c'est souvent justement les symptômes qu'ils ont, c'est lié aux métastases? Oui, on découvre la maladie par la métastase souvent, parce que le poumon, je n'ai pas fait d'anatomie, mais c'est 2 grandes éponges. C'est grand, c'est un gros organe. Il est profond, à moins de cracher du sang et d'avoir une obstruction majeure, et vous êtes essoufflé, vous ne le ressentez pas. La petite boule qui fait 1 centimètre, elle est totalement asymptomatique. Le sein, on le palpe. On se fait sa toilette, on le palpe. C'est superficiel comme organe. Le côlon, on bouche. C'est de la tuyauterie. Donc on se met en occlusion. Ou bien dans nos selles, on voit du sang. D'accord ? Donc en fait, on diagnostique à des stades beaucoup plus précoces ces cancers-là pour ces raisons anatomiques-là. Le poumon, c'est 2 grosses éponges. Il se passe des caisses de trucs avant qu'on se rende compte. Et malheureusement, on se rend compte parce qu'il y a des métastases et puis qu'il n'y a pas de dépistage. D'accord ? Il y a un dépistage du côlon, vous savez, on reçoit le petit truc cacatec, et puis le sein, pour nous les femmes. Donc il y a un dépistage qui est dit de masse dans le poumon. Nous, les pneumologues, nous faisons des dépistages dits ciblés. D'accord ? Donc un patient qui a en tel âge et tel âge, entre 55 et 75, qui a eu fumé au moins 30 paquets années dans sa vie, ça faisait des années que je faisais un scanner pour ces patients-là, bronchite chronique ou pas. Et en fait, on arrive à dépister des choses, et on arrive à sauver des vies comme ça. Le dépistage était une grande bataille pour la communauté scientifique française, pneumologique. Et du coup, voilà, j'espère que ça arrivera un moment en dépistage, on va dire, dit ciblé et remboursé par la sécurité sociale pour une tranche de population dite à risque, au moins qui représente la grande majorité. Et puis la deuxième question, c'est, donc le stade, je vous ai dit, la deuxième question, c'est le traitement dépend. Oui, le traitement dépend bien sûr du stade, bien sûr. Chirurgie, radiothérapie, chimio-immuno, etc. Et lorsque vous êtes dans les 50-60% de métastatiques, la décision de traitement dépend de la localisation de la maladie et de la carte d'identité dont je vous parlais tout à l'heure, avec tous les trucs scientifiques à regarder. Donc du coup, quand vous rentrez dans le groupe des métastatiques, j'ai plein de trucs à regarder. Et puis l'état du patient, ses antécédents, est-ce qu'il est capable de supporter le traitement que la science me dit de faire ? Vous voyez, donc il y a tout ça à son âge. Parce que je ne vais pas soigner quelqu'un de 90 ans comme quelqu'un de 40 ans. Pourtant, avec les mêmes caractéristiques, la même carte d'identité. D'accord ? Donc il faut tenir compte de tout ça pour décider. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un patient qui se ressemble. Il faut s'adapter. Ouais, il faut s'adapter. C'est bon ? À toi. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Donc, comme je pense que vous le savez, si vous n'êtes pas suivi à Lyon, vous n'avez que 20 minutes de consultation
20 minutes d'entretien avec votre médecin. Et donc, en fait, là, ce qu'on s'est proposé, c'est de savoir comment vous pouviez préparer cette consultation pour la rendre la plus efficace possible et surtout par rapport à vos questions que vous pourriez avoir selon votre cas à chaque fois. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en rajouter, vous pouvez y aller. Donc, pourquoi préparer sa consultation? Déjà, pour faciliter le dialogue. Vous allez être avec le médecin ou peut-être même l'infirmière d'annonce, pour ceux qui ont la chance d'avoir un entretien avec elle. Donc, vous savez à quel point on peut être stressé au cours de cette consultation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? On n'a plus rien dans la tête. Donc, le mieux, c'est de le préparer avant, le temps court de la consultation, sauf à Lyon. Obtenir des réponses à toutes ces questions. Donc, on a plein de questions dans la tête, selon ce qu'on a déjà vu, lu, ce qu'on nous a déjà dit ou pas, ce qu'on a pu deviner. Et de pouvoir aussi noter les réponses. Parce que c'est vrai qu'au moment de la consultation, la tête, des fois, c'est c'est les oreilles qui se ferment, on ne comprend plus rien du tout de ce qui se passe. Si on a bien tout préparé, on peut noter et garder, après se rappeler de ce qui a été dit. Et quand, l'idéal, c'est quand même de le préparer au calme et puis bien avant qu'on soit dans le stress de cette consultation. Ou préparer si... Ouais. Oui, là, oui, sûr. Oui. Et par la suite, je vais peut-être faire, mais moi je trouve qu'au début, effectivement, je posais énormément de questions. D'ailleurs, j'avais la moitié de la consultation qui était sur mes questions. Et progressivement, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on a plus d'informations, certainement, mais il y a aussi cette angoisse de l'impuissance. Ça devient de plus en plus complexe parce que forcément, quand on commence à essayer de comprendre, on rentre dans des complexités qu'on maîtrise absolument pas. Et à un moment donné, on a beaucoup plus de mal à préparer justement les consultations qui suivent, de suivi régulier. Et puis, il n'y a pas toutes les consultations où il y a une nouveauté, où il y a quelque chose qu'on ne comprend pas non plus. Ça, au bout d'un moment, ça c'est vrai, là, on se place plutôt au début quand même. Donc, bien sûr, la signification des termes que vous n'avez pas compris la première fois. Vous pouvez demander quelles en sont les causes de cette tumeur. Parfois, c'est vrai que le tabac va pouvoir expliquer certaines choses, d'autres fois pas. D'autres fois, quand on est non-fumeur, il y a un peu cette incompréhension aussi, il ne faut pas le cacher. Quand la maladie est-elle apparue? Ça, on ne saura pas toujours vous répondre, mais si vous vous posez la question, n'hésitez pas à lui poser. Où le cancer est-il situé exactement? Donc, on a vu qu'on peut avoir la tumeur primitive et puis on peut avoir aussi des métastases. Où exactement? Est-ce qu'on connaît son étendue? Quand on parle de son étendue, c'est ça. Jusqu'où la tumeur a pu migrer et puis quelles sont ses caractéristiques ou sa carte d'identité, comme dit Chantal. Donc, quels examens vont avoir lieu? Dans quel but sont-ils prescrits et comment ça va se dérouler? Parce que parfois, ça peut se passer dans le centre où vous avez cette consultation. Par moment, ce sera ailleurs, selon le type d'examen, par exemple un TEP scan ou des choses comme ça. Quelles sont les éventuelles contraintes? Pour reprendre l'exemple du TEP scan, il faut être à jeun. Donc il y a certaines choses qu'il va falloir connaître avant. Et est-ce que vous pouvez être accompagné ou pas? C'est vrai qu'avec le Covid, il y a certaines choses qui ont changé dans les centres. Et des fois, vous devrez être toute seule. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut le savoir. C'est mieux de le savoir. Donc les traitements, quels sont les traitements préconisés dans ma situation? Donc là, on a eu toute l'explication de Chantal. Vous avez compris que ça dépendra vraiment de votre cas précisément. Et quels sont les objectifs de chacun des traitements? Ça peut être combiné comme de la chimiothérapie. Des fois, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y a des traitements qui sont donnés pour aller à l'encontre des effets indésirables du premier traitement aussi. Ça, vous allez voir, ça peut être aussi en chaîne comme ça. Donc, quels sont les objectifs de chacun des traitements? Où et quand se déroule-t-il? C'est vrai que ça peut être de la chimiothérapie. L'immunothérapie, on n'en a pas parlé. Perfusion, c'est toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines. Donc, ça va entraîner quand même des choses à mettre en place dans votre calendrier. Avec quelles équipes médicales? Donc, pareil, bien vérifier,
c'est pas vérifier, mais connaître où vous allez être traité, quelles sont les durées de ces traitements, hein, savoir si voilà 2 ans ou une thérapie ciblée, combien de temps ça va durer, quels en sont les effets secondaires, et ce qui est important, c'est aussi comment les prévenir, les reconnaître, les soulager. Parce que par exemple, on parlait de l'immunothérapie, c'est vrai que ça peut être des effets indésirables qui sont lourds ou qu'il va falloir, en fait, c'est pas forcément lourd, mais qu'il va falloir détecter rapidement et pour tirer le signal d'alarme vis-à-vis de ces équipes médicales. Donc ça, il va falloir qu'on vous en parle et que vous soyez au courant. Donc là, on avance un petit peu dans notre traitement, où on en est. Donc c'est quel suivi, c'est-à-dire comment je vais être suivi pendant les traitements. Il y a par exemple des systèmes où dans les traitements par voie orale, vous allez être appelé régulièrement. Parce que quand on a un traitement par voie orale, on ne va pas à l'hôpital toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines. Donc ça change pas mal de choses quand même dans les contacts que vous allez avoir avec l'équipe soignante. Et il y a des équipes qui mettent en place des appels téléphoniques régulièrement. Donc ça, vous gardez quand même ce contact-là. Donc qui dois-je appeler en cas d'effet secondaire et en cas d'urgence? Donc ça, n'hésitez pas à bien avoir tout ça sous la main parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver très rapidement et ça sera beaucoup plus fluide pour vous, plus rassurant de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que vous pouvez avoir accès à des soins oncologiques de support? Donc ça, n'hésitez pas, hein, même au début, hein, ça peut être vraiment très, très aidant. Donc on parle du psychologue, bien sûr, mais toutes les activités et le sport adapté, il peut y avoir des choses qui sont déjà mises en place dans votre centre, il peut y avoir des choses qui sont mises en place dans d'autres centres, mais voilà, l'équipe soignante, elle peut être au courant. Ça peut être de la sophrologie aussi. Je ne l'ai pas mis, mais les associations de patients aussi, par exemple. Vous pouvez savoir, est-ce qu'il y a des associations de patients autour de vous et est-ce que vous pouvez les contacter quand vous voulez. C'est ça l'important, hein. C'est vous qui décidez de toute façon. Et où et auprès de qui puis-je trouver du soutien? J'avais mis les associations de patients. Donc les ERI, les maisons de patients au sein de vos centres. Donc là-bas, vous pourrez trouver beaucoup de documents, mais aussi les associations qui existent autour de vous, quelles sont les activités qui sont déjà mises en place. Les réseaux de santé, si vous en avez besoin, des patients partenaires qui peuvent exister aussi dans les centres, qui peuvent vous aider. Et puis, quelles conséquences? Est-ce que vous allez devoir être hospitalisé ou pas? Parce que ça, une hospitalisation, selon si on a de la famille, pas de famille, comment s'organiser, c'est important. Et voilà, pendant combien de temps? Donc vous pouvez aussi, donc là vient les questions si vous êtes salarié, indépendant, est-ce que vous allez devoir être en arrêt de travail? Selon les traitements, il y en a maintenant qui peuvent continuer à travailler, hein, mais est-ce que ce sera avec sortie libre si vous avez un arrêt de travail? Quelles vont être les répercussions dans votre vie quotidienne? Donc ça, c'est vrai que si vous pouvez en parler avec votre oncologue. Est-ce que vous êtes seul pour élever votre enfant? Ça sera important de le savoir, en recherche d'emploi ou en période d'essai. Et quel type d'aide vous allez devoir. Donc là, il y a les assistants sociaux aussi, hein, qui existent dans des centres et qui peuvent vraiment vous aider sur tout ça. Donc en fait, n'hésitez pas à donner toutes les informations importantes vous concernant, tout en posant les questions et en étant sûr que vous avez bien tout compris. Donc si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les partager. Non, pas vous. Oui. Ça marche? Oui. Super. Donc, moi, je vois juste la nutritionniste manque. Je pense qu'il faut vraiment penser à ça, parce que donc il y a une partie des patients qui ont une dénutrition. Moi, j'ai eu une dénutrition sévère, vraiment sévère. J'ai perdu 25 kilos. Donc, c'est bien d'en parler avec l'oncologue. Et puis aussi, je dirais, quelle que soit la situation familiale, il faut demander l'assistance sociale. Parce que donc, en fait, que vous soyez indépendant, artisan, commerçant ou salarié, il
il y a aussi des différences avec les prévoyances. Est-ce que vous avez de la prévoyance ou pas? Je pense qu'il faudrait... donc, mais ça, c'est un de mes deux... C'est une de mes combats, c'est d'avoir donc une prévoyance pour tous. Parce que quand vous êtes donc agent de maîtrise ou moins, souvent vous n'avez pas de prévoyance et c'est le jour et la nuit. Et puis j'ai envie de dire, il n'y a pas de pudeur, parce que j'ai eu un patient qui était artisan à son compte et en fait, il a eu de la pudeur à m'en parler, qu'il n'avait plus d'argent au début. Et donc du coup, c'est moi qui ai tendu la perche en disant, mais du coup, vous vivez avec quoi exactement? C'est quoi vos revenus? Et c'est là que j'ai tout découvert et qu'il ne voulait pas m'en parler parce qu'il dit, mais ça ne vous concerne pas, docteur. Voyez, vous me soignez avec les traitements, mais là, mais je me débrouille. Je dis, mais non. Ça fait partie de mon job aussi, ça. Donc, non, n'ayez pas de pudeur, il n'y a pas de gêne, hein. Il n'y a pas de gêne à parler ni des sous, ni de la vie affective et tout ça. Hein. Enfin, j'ai des patients très jeunes aussi. Et qui disent, voilà, est-ce que avec votre conjoint, ça va bien? Il n'y a pas de tabou, Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la sexualité. Mais oui. C'est vrai que les pneumologues, des fois, ils sont un peu... Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais il faut en parler. Parce que c'est à cause de notre moyenne d'âge, en fait. Tu ça vois, découverte du cancer, c'est 65 ans. C'est vrai que ce n'est pas un sujet qui vient facilement. Ouais. Et encore... mais nous avons très important. C'est hyper important. C'est hyper important. Ce que je voulais dire pour la nutrition aussi, c'est que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que pour les thérapies ciblées, n'hésitez pas à faire attention à votre poids dès le départ. Est-ce qu'on prend? Ah oui. Ah oui. Ouais. Donc c'est dans les deux sens. Et puis les associations, millepertuis qu'il ne faut pas avoir. Les interactions. Je crois que les médecins ils le disent assez facilement, les interactions médicamenteuses. Moi, dernière chose avant de passer la main. C'était au niveau interaction. Il y a aussi, si vous pouvez, faites-vous aider. C'est-à-dire, n'allez pas toute seule. Chez l'oncologue. Parce que donc en fait, surtout quand moi ça m'est arrivé, l'annonce, j'ai rien compris. Oui. Parce que j'étais complètement dans le coltare. Non, mais j'étais dans le coltare. Heureusement que j'avais ma femme qui m'a dit, tu sais ce qu'il t'a dit? Tu viens de t'entendu, stade 4. Je demande. On va aller au stade. Je dis toujours à mes patients, ne venez pas seuls. Oui. Puis moi, il y a des fois, certains, par obligation, viennent seuls parce qu'ils vivent seuls et les enfants travaillent, ils n'ont pas pu se libérer. Des fois, je vois repartir, puis je le raccompagne jusqu'à la porte du centre parce que ça fend le cœur de le voir partir seul, en fait. Et en fait, je demande à ce que mes patients ne viennent pas seuls. Il y a trop d'informations. Il y a trop de choses. Et il est normal d'être sidéré, de dire... Après, on n'entend plus rien. On a retenu un truc, et puis après, tout ce que le docteur va te dire derrière, ça va bouffe. Et c'est normal. C'est un processus qui est normal. Et nous, on le voit avec un peu d'expérience, vous voyez qu'il est sidéré là. Là, il faut s'arrêter. Là, il faut dire, OK, là, c'est pas facile. On va se revoir. Vous allez revenir me voir demain ou après-demain. On prend tout de suite le rendez-vous là. Là, vous allez sortir. Et on se revoit au calme. Okay, voilà. Mais effectivement, si vous pouvez, venez accompagner. Oui, mais il faut le dire, on ne l'a pas dit. Ouais. Mais quelles que soient les consultes, j'ai envie de dire, que ce soit la consulte du début, même du suivi, Puis ça nous tombe dessus. Ça nous tombe dessus. Et c'est normal. Ouais. Moi, je voudrais juste apporter un commentaire positif sur les soins supports que vous mentionnez, puisque dans l'hôpital où je suis suivie, ils ont ouvert justement un établissement de soins supports, pour lequel au début, c'est vrai que je me suis dit, comme j'étais en thérapie ciblée, forcément, je vivais seule ma maladie, qui se passait plutôt, on va dire bien, comparativement à ce que j'ai pu connaître par la suite. Et je me disais, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Je suis forte, Et très honnêtement, ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est vraiment, on parlait tout à l'heure des rendez-vous en 20 minutes, les soins supports avec un médecin, une infirmière dédiée qui vous écoute,
qui apporte, même si on a l'impression de réitérer un peu les choses, c'est en fonction des établissements. Là où je suis suivie, ils ont un établissement de soins support qui est rattaché. Et donc je trouve, maintenant il faut cibler ce dont on a envie de bénéficier, mais je trouve que c'est vraiment très précieux. On a parfois l'impression d'être en réitération et d'être un peu je suis toujours dans le même schéma, cancer, maladie, etc. Mais pour autant, je me rends compte aujourd'hui que ça m'a été quand même très bénéfique. J'ai eu un contre-argument d'un patient qui m'a dit « Oh non, docteur, je ne vais pas devenir patient professionnel. » Il me dit « Je vais franchement vous demander d'aller la nutritionniste, le psychologue, la rééducation, machin. » J'ai envie d'oublier que je suis malade. Complètement. Docteur. Donc, je vais vous dire non. Et puis, 2 jours plus tard, il m'a appelé, il me dit « En fait, je veux bien faire du sport. » Donc, il est allé faire du sport. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir cette sensation d'être submergé par « mais je vais passer ma vie à faire le truc autour du cancer ». Mais non, en fait, il faut juste choisir à la carte ce dont vous avez besoin. Et vous avez raison. Je pense qu'on se surestime au début, on disait « je vais faire face, ça va le faire, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai un temps de parole, je suis bien entourée, docteur, je suis bien entourée, j'ai toujours une copine que je peux appeler, tout ça ». C'est différent. C'est complètement différent. Là, vous êtes dans un soin. Et puis, il y a des professionnels, puis vous rencontrez d'autres malades. Et puis, comme pour les associations. On se sent dans une espèce de démarche ciblée. Oui, je fais quelque chose. Ce qu'on ne ressent pas avec ses amis, sa famille, aussi supportifs soient-ils. Et on peut poser des questions qu'on ne va pas forcément évoquer. Et partager entre pairs aussi. Et puis, vous êtes actif. Oui. Vous faites quelque chose contre le cancer. C'est ça. Vous êtes actif. Et vous prenez... Voilà. Et acteur pour lutter contre. Et c'est vrai que j'ai un autre patient, donc du coup, ce jeune homme, il m'a dit « Oh, c'était sympa de faire du sport, je vais y retourner. » Et j'ai rencontré des gens bien. Voilà. Mais c'est vrai que de prime abord, ça peut paraître trop prenant. Voilà. Trop de temps passé autour d'eux. Voilà, oui. Voilà. Mais voilà. on peut en faire en dehors aussi. Hein. Si vraiment c'est ça qui est lourd, on peut en trouver en dehors. Et probablement qu'il faut se donner ce droit à par moment s'arrêter, repartir. Il y a une grande flexibilité dans ces soins supports, justement. J'espère qu'ils continueront à être portés parce que ça a un coût, de rien. Mais effectivement, on peut s'octroyer le droit de dire non, là en ce moment, j'en ai pas envie parce que voilà. Il faut s'écouter. C'est trop. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'écouter. Ça, c'est vraiment peut-être un des points majeurs de se dire non, là, j'ai plus envie. Je me suis adressée à la Ligue contre le cancer chez moi. Ils étaient charmants. Alors. Je ne dis pas contraire. Et il y avait une dizaine d'ateliers où je participais à chaque. Et 11e fois, je voudrais prendre rendez-vous. Mais non, c'est fini. Ah oui, ils n'avaient plus les financements pour continuer l'atelier. Non, mais vous avez tout fait. Donc c'était un programme alors. Ouais, je dis, mais il n'y a plus rien. Je me dis, ben non. Ah, ouais. Tout ça, on peut larguer. C'est dur, ça. Ah oui. Tu as droit à un atelier. Oui. Et après, c'est bon. Après, il faut venir dans les associations, non? On fait des trucs. Oui, non, mais on fait plein de trucs, mais surtout on donne les bonnes adresses aussi. Oui, c'est ça. Les adresses, parce qu'il y a des associations où, je vais citer, Étincelle, voilà, on peut faire des trucs en visio aussi. Donc non, il y a plein de choses qui sont possibles. Oui. Oui, parce que vous aviez fait tous les ateliers. C'est vrai qu'en environnement hospitalier, quand ils vous proposent de l'APA, en fait, c'est un cycle sur un an, parce que donc tu fais un check. Une fois qu'on a tout fait, c'est fini. Voilà. Moi, j'ai eu la même chose que vous. C'est bizarre. J'avais envie de continuer. Ils m'ont dit non, c'est pas fait pour. C'est vraiment le programme. Sur un an, parce que donc on vous fait même l'ostéoporose. Moi, j'ai des problèmes d'os aussi. Donc en fait, check le premier jour, un premier programme,
3 mois ou 4 mois après, on fait le même check, et puis 1 an après, on vous rappelle, et puis on vous fait faire les tests, et donc c'est vraiment encadré. Alors ça, il y a la Camille aussi, la Camille qui a des ateliers un peu partout dans Paris, et où là, ça ne s'arrête pas. Et chez nous, donc, chez Patients en réseau, et dans mon réseau cancer du poumon, on peut vous aider aussi à avoir des séances de rééducation neurocognitive, par exemple. Hein, donc, je me rappelle plus. Oncogite. Voilà. Oncogite. Ça s'appelle Oncogite. On a signé un contrat, nous, chez. Donc, voilà. Je débute. Voilà. Et vous pouvez bénéficier de cette. Donc, de 23 séances. Donc, c'est quand même bien, ça aussi. Ça vous permet aussi je suis en train de démarrer, donc c'est hyper dur. Hein. Oui, parce que même sans être malade, c'est super sympa. D'en faire, c'est voilà. Mais c'est bien, c'est super. Et puis il y a autre chose qu'on vous propose, c'est donc mon réseau cancer du poumon, en tout cas là, c'est notamment lorsque vous êtes uniquement travailleur indépendant, artisan ou commerçant, mais vous pouvez bénéficier via Juris Santé d'une écoute donc et des explications juridiques ou sociales. Hein, donc vous dites où vous en êtes, vous êtes divorcé, vous êtes seul, largué, enfin c'est important. Hein. Et donc là, vous pouvez bénéficier de quelques heures. Hein, donc sachez-le, on a réussi avec Laure à nouer des partenariats et à se faire financier ces partenariats. Parce que j'ai toujours le nerf de la guerre, c'est toujours la même chose. Hein. C'est l'euro, enfin le dollar, enfin on ne sait pas, mais bon en tout cas. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut vous apporter si vous voulez. Voilà. Merci à vous. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Ah, oui. Pardon. Je pose beaucoup de questions, excusez-moi. Oui, j'ai une question qui concerne de nouveau je reviens un peu sur les traitements. J'ai compris qu'il y avait des systèmes de résistance qui se mettaient en place. Donc, est-ce que ça peut expliquer que par moment, effectivement, en étant sous thérapie ciblée, on se retrouve dans une autre phase qui justifie la mise en place, par exemple, d'une chimiothérapie ou ce genre de choses? Et si cette chimiothérapie ou ces chimiothérapies ne fonctionnent pas et occasionnent aussi des dégâts, est-ce que la thérapie ciblée, le retour à la thérapie ciblée antécédente est quelque chose qui est possible et efficace surtout parce que... Oui. Alors tout dépend, c'est comme un serpent des mers comme ça, hein. C'est évolutif dans le temps et tout dépend de comment est la maladie au moment où elle nous échappe. Elle a sa caractéristique au temps T de son visage, comment elle est, où elle est, et en fonction de ces caractéristiques, on peut vous dire quel est le meilleur traitement. Et ça nous arrive de réintroduire une thérapie ciblée, pas forcément la même, parce qu'en fait, vous savez, plus le temps passe et plus le cancer est capable de comprendre comment marche le traitement qu'il subit. C'était ça mon angoisse. Il contourne, et donc il contourne en se transformant de visage ou en développant lui-même des armes pour lutter. Et du coup, il est hétérogène, qu'on dit dans le temps, et dans l'espace. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un clone dit dans le poumon, comme je disais, et un autre comme mon patient dans le dos qui est totalement différent, mais il faut tout de même que je soigne les deux endroits. Donc ça m'arrive de garder la thérapie ciblée qui marche par ailleurs, et puis de rajouter un truc pour soigner ce qui m'échappe. Ça arrive de revenir à une thérapie ciblée, mais souvent pas la même, parce qu'en fait, il y a des cellules qui gardent la mémoire de cette résistance, mais une thérapie ciblée de nouvelle génération. Souvent, nous montons de génération. Première, deuxième, troisième, quatrième, etc. C'est ça. Oui, c'est ça, s'il n'y a plus d'autres générations. Et s'il n'y a plus de classe, c'est ça, de thérapie ciblée, eh ben, on doit prendre d'autres traitements systémiques. Une chimio, plus ou moins combiné à l'immuno, les nouvelles classes dont je vous ai parlé, les anticorps bispécifiques, qui sont, et puis les chimios vectorisés, hein, les ADC, qui sont de grands espoirs pour l'échappement, entre guillemets, quand nous avons utilisé nos armes déjà, les chimios, les immunos, les thérapies ciblées, etc. Et les derniers traitements dont vous avez parlé sont oui. encore en activité?
Ils sont en cours de protocole. Donc on a essais cliniques. Essais cliniques. Absolument. C'est les essais cliniques. Et le tout, c'est que c'est vrai qu'on inclut nos patients, on les envoie dans d'autres villes pour leur faire bénéficier de ça. Vous voyez, des essais, des nouvelles molécules en fait. Donc... Et souvent, les essais cliniques aiment bien ce qu'on appelle les naïfs. C'est-à-dire donc... Non, pas tout. Pas forcément. Non, on a des essais qui dur sont un peu, là, positionnés en énième ligne. Ça dépend du traitement, mais souvent on commence les essais cliniques justement par la deuxième, troisième, après tu fais l'essai clinique pour la première. Le plus souvent c'est comme ça. Alors ils rentrent souvent par les énièmes lignes. Les nouveaux produits rentrent souvent par les énièmes lignes. C'est voilà, on essaye de rattraper un échappement avec cette nouvelle classe. Et actuellement dans le poumon, les essais cliniques des ADC et des bispécifiques, il y a beaucoup de énièmes lignes. On commence à en avoir en première ligne en association avec une chimio standard ou de l'immuno. Mais la grande majorité de nos essais sont de la énième ligne actuellement pour les ADC et les nouvelles classes. Et je vous ai parlé de ces classes-là, il y en a d'autres. Il y a d'autres mécanismes moléculaires de blocage. Mais alors après, vous commencez au début par les phases 1. On cherche la dose. La phase 1 d'un essai clinique, c'est que je cherche la meilleure dose pour mon malade. Après, je passe en phase 2. Je vais tester cette dose que j'ai trouvée en phase 1 sur des patients malades. Et ensuite, la phase 3, c'est que c'est bon, j'ai ma dose, je sais que ça fonctionne dans une proportion de patients dans ma phase 2, je l'ai démontré. Et maintenant, je la compare avec le traitement de référence actuel. Voilà. Et il faut alors, ça dépend de la rapidité. Mais la phase 3, c'est ça. Je prends mon traitement actuellement de 2024, je le mets face à mon nouveau traitement et je veux démontrer que mon nouveau traitement, il est meilleur. Et c'est ce qu'on appelle des essais de phase 3, qui sont les essais avant l'arrivée sur le marché. D'accord ? Et donc, actuellement, nos ADC, etc., il y a des phases 3, mais il y a aussi des phases 1 en énième ligne, mais c'est une autre philosophie, c'est-à-dire qu'il faut que le patient, il accepte que... Et souvent, on me dit, je suis cobaye, docteur, on est en train de chercher la dose, mais je veux le faire, parce que j'ai plus d'autres options thérapeutiques. Et que je suis en état et puis que non, je veux pouvoir bénéficier de ce traitement-là. Et les phases 1, c'est très particulier parce que vous êtes extrêmement entouré. Dans des centres même pas moi. Moi, je fais pas de phase 1. Ouais, ça, c'est des centres vraiment très particuliers. À la rigueur, vous êtes hospitalisé pendant 24 heures et puis voilà, c'est vachement codifié, contrôlé. Extrêmement contrôlé. Les patients qui sont dans des phases 1 sont extrêmement surveillés. C'est quelque chose de très contrôlé, c'est bien normal. Est-ce que pendant le parcours d'un patient, vous refaites des tests génomiques en cours de... Oui, voilà. Oui. À résistance, si à un moment, ma maladie m'échappe, je vais vouloir vous biopsier pour rechercher le visage moléculaire de la maladie au temps T de résistance. Parce qu'elle s'est transformée. Et je veux savoir comment elle s'est transformée. Et comme ça, je peux adapter mon traitement de façon le plus précise possible. Et est-ce que les biopsies liquides, c'est-à-dire que maintenant... Oui, on a, absolument. Voilà. C'est ça. Alors, c'est dans nos pratiques, on fait des prises de sang pour rechercher des mécanismes de résistance, etc. Et puis souvent, on complète par une biopsie tissulaire parce que pour l'instant, la rentabilité du sang on n'est pas encore au top. On commence à être pas mal, mais on ne trouve pas autant de choses que sur un tissu. C'est complémentaire. Voilà. Et on fait des biopsies, ce qu'on appelle des biopsies liquides, ce sont des prises de sang, de recherche d'anomalies moléculaires, des cellules tumorales qui circulent, et puis quel est le visage. Mais vous pouvez avoir un sang qui ne dit rien, parce que le cancer ne décharge pas assez dans votre sang, mais il est juste localisé dans le dos. Et c'est ma biopsie dans le dos qui va me répondre. Et dans le sang, je vais avoir rien. Je ne trouve rien. Et les patients me disent oh, « J'ai rien dans le sang, c'est bon, docteur. » C'est que vous n'avez rien trouvé. Je fais « C'est pas ça. C'est qu'en fait, Dieu merci, ça décharge pas beaucoup. Du coup, j'ai pas d'assez de matériel, on va dire, pour rechercher ce que je veux rechercher. Donc, je dois aller vous prendre l'endroit qui a grossi. Voilà, le tissu. J'ai une autre question, probablement très naïve, mais que je n'ai même pas posée à mon oncologue.
Quand on reçoit justement les dépistages, cancer colorectal, du sein, etc., quand on est soi-même suivi dans le cadre d'un cancer, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Très ou bonne question. Parce que moi, je continue à recevoir mes papiers et je me dis, mais j'en fais quoi? Est-ce que ça vaut la peine de se remettre dans un contexte comme ça ou... Après, vous êtes surveillé de toutes les manières. Vous avez des scanners, des examens, vous êtes examiné. Donc, non, bien sûr que ce n'est pas une obligation. Okay. De faire la mammographie ou de faire le test. Oui, ça, on peut le faire. Mais voilà, d'une manière générale, quand on reçoit ces papiers, c'est... On vous regarde. Donc, au final... souvent, voilà, moi, j'ai mes patients et ils me disent, bon, je ne le fais pas, docteur, parce que vous me faites des scanners tous les 2-3 mois. Oui, c'est alors, ça. Le sein, on le voit. Je vais à la selle normalement. Au PET scanner, les intestins, ils flashent. Hein. Le côlon, on le voit assez bien. Hein, donc, ok. C'est pas une obligation. Très bien. Bon, voilà. Après, ça dépend de votre niveau d'inquiétude. Oui. Le scanner standard ne voit pas bien le côlon. Voilà. D'accord ? Ça dépend si vous avez des PET scanners ou pas, hein, pour le côlon. Les intestins. Oui, hémoculte. Ouais, c'est ça. Et alors, tout à fait. Ouais, vous avez raison. D'une manière générale, merci vraiment pour le temps que vous nous consacrez là. Je trouve que c'est hyper important. Vous en parliez tout à l'heure. La seule chose qui nous manque, je pense, parce qu'on est moi, ce que j'appelle des patients invisibles. Et c'est extrêmement difficile de vivre avec ces pathologies pour lesquelles, contrairement par exemple au cancer du sein, on ne perd pas ses cheveux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a l'air tout à fait en santé et c'est extrêmement compliqué. Et je trouve qu'il y a vraiment trop peu de communication parce que souvent quand on arrive quelque part, qu'on parle cancer, forcément, en plus, si vous êtes une femme, c'est forcément un cancer du sein. Oui, absolument. Et voilà, là, c'était très limpide tout ce que vous nous avez expliqué. Ce que je au début, et toute la communication, elle est tellement essentielle pour les patients et pour les aidants aussi. On n'est pas médiatisé, on n'a pas un lobbying, on n'a pas une force de frappe comme les associations, comme même en hémato. Ils sont très, très puissants en hémato. Vous voyez, les lymphomes, parce que ce sont des adolescents et des jeunes, et tout de suite, vous avez des associations. Moi, je suis pneumologue, la mucoviscideuse. Vous voyez, il y a eu Grégoire Lemarchal qui avait surpuissante, l'association de malades. Et grâce à lui, entre guillemets, on a pu faire des projets de recherche parce que les fonds sont arrivés. Ils ont beaucoup d'argent. Il y a eu énormément d'argent pour une maladie génétique qui est très rare. Alors que vous avez vu notre poumon. Hein, et malheureusement, le nerf de la guerre, ça reste l'argent en recherche. C'est ça. Ah oui. C'est dur. Oui. Mais bien sûr, parce que c'est les enfants. Il y a de l'affectif. Oui, puis la visibilité aussi. Absolument. Il y a de l'émotion. Dès voilà. qu'on touche un enfant, c'est normal. Il y a de l'émotion ou des adolescents. Oui, puis nous, la mauvaise presse, parce que de toute façon, tout le monde, c'est fumeur. Oui, mais alors ça c'est notre boulot d'association aussi. Hein. Nous, on dit que le cancer du poumon n'est pas forcément le cancer du poumon. Alors nous, on le dit beaucoup pour la culpabilité, là, parce que pour vous aider là-dessus, sur la culpabilité. Il ne faut pas que ce soit culpabilisant, c'est pas le but. Le poumon, je sais pas, c'est pas un téléthon poumon, mais un truc qui voilà, on percute l'opinion publique, quoi. Voilà, on monte les chiffres, on percute l'opinion publique et on dit regardez, c'est le 2e cancer en France, 2e. On n'a rien. Donc donnez-nous des sous. Et là, je vais prendre ma casquette de vice-présidente de groupe de recherche clinique, académique français. Donc, on monte des protocoles. Et je vous rejoins pour trouver des sous ministériels, pour dire donnez-nous 500 000 € pour faire un protocole pour démontrer que ça, c'est le traitement de demain. Il faut des nuits et des nuits d'écriture pour dire voilà, donnez-nous, le ministère, 500 000 € pour qu'on puisse démontrer que le traitement de demain, ça va être ça. Et la recherche, c'est compliqué, il faut des sous. Il faut des sous.
Oui, il faut faire avancer la science. Maintenant. Il y a des gens qui maintenant, ça a changé parce qu'à 16h, il y avait une nouvelle. Et par moment, on se sent impuissant. On se sent complètement impuissant par rapport à ça. Donc réfléchissez tous. On a 4 initiatives Poumonton. Et avec, c'est ça. On passe à la télé de la housse, si c'est possible. Ah oui. Je sais où il boit un pot avec son épouse. Voilà. Pourtant, voilà, il y a eu des stars qui ont été malades. Ça n'a pas suffi. Ben, je pense que... Mais oui, il y a eu des stars malades et je pense qu'il y a une action à faire sur l'opinion publique. Le problème des stars malades, c'est que c'est rattaché systématiquement à la tabagiste. Il y a des protocoles maintenant pour le cancer des femmes hein, où on fait un scanner, les scanners low dose, les dépistages. Voilà. C'est les protocoles de recherche. On est en protocole. C'est ça. Absolument. Et alors, moi, par exemple, mon pneumologue me le prescrit. Voilà. Mais quand on voit le taux de cancer détecté qui sont déjà métastasés, est-ce que d'après vous, c'est cette prévention est-ce que ce scanner low dose suffit à détecter des tumeurs naissantes? Oui. Quand on voit que parfois même les TEP scans, on les trouve pas. Oui, mais il faut le faire, vous savez, pas en one shot, il faut le faire plusieurs fois dans un temps pour être bon en dépistage. Et les protocoles, enfin, ça y est, il faut faire première année, deuxième année, troisième année. Enfin, les protocoles, ils sont faits comme ça, sur une période de temps dite à risque. Où on a une probabilité, l'épidémiologie nous dit que on a plus de probabilité d'être malade sur cette période de vie-là, de notre tranche de vie-là. Mais moi, j'y crois beaucoup au dépistage. Et je pense qu'on pourra, les études le démontrent, hein, on sauve des vies avec le dépistage. Mais oui. Parce qu'on fait des scanners aux fumeurs. Et après, on ira plus loin que les fumeurs. On ira... par exemple, dans des familles à risque, je parlais de ça, des choses comme ça. Les gens qui vivent sur le périph', des choses comme ça. Je crois qu'il faut qu'on libère la salle. En tout cas, merci. Merci.